Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, un horaire qu'on n'a pas l'habitude d'avoir puisque là il est 18 heures. On se branche à 723 km de distance. On retrouve Jean-Marie Quéméner qui a l'initiative du salon Carnac à livre ouvert. Bonsoir Jean-Marie, comment vas-tu? Bonsoir Nathalie, ça va bien et toi? Ben, il fait beau en Bretagne, dis donc. Il fait toujours beau en Bretagne plusieurs fois par jour. Mais bon, disons que l'humidité remonte parfois, c'est tout. Alors moi je suis ravie que tu viennes. C'est la troisième fois que tu viens, mais là c'est pour quelque chose Oui, là, de particulier. c'est pas pour moi, c'est pour le salon, c'est pour Carnac, c'est pour mon Alors village. voilà. Pourquoi ce salon qui s'appelle Carnac à livre ouvert? Pourquoi avoir créé ce... C'est la première édition. Donc ça a commencé hier et ça finit demain. Et il y a 10 auteurs que nous allons voir défiler, chers amis, devant l'écran. Alors Jean-Marie, pourquoi cette initiative? Belle Alors, c'est initiative. ça. Donc, c'est Carnac à l'air libre. Et il y avait plein d'idées dans l'histoire. D'abord, Carnac, c'est connu pour ses menhirs et ses plages, évidemment, c'est une station balnéaire. Mais les menhirs, ce n'est pas juste des pierres dans un champ, sinon on aurait tous nos menhirs. Mais c'est d'abord et avant tout de la culture. En fait, c'est une culture qui a été un peu oubliée, mais c'est une culture. Ensuite, Carnac, pour les amoureux de littérature, c'est la patrie de Guy Vic, qui était un ami d'André Breton, qui était un surréaliste, qui est un poète. Il est né là. Il est né à 50 mètres d'ici. Et l'idée, c'était d'abord de donner à Carnac ce qu'elle m'a donné, c'est-à-dire l'envie d'écrire et le besoin d'écrire. Et ensuite, de donner aux Carnacois l'opportunité de rencontrer des gens très intéressants. Tu le sais bien, tu les rencontres à longueur d'année, les écrivains. Et de donner aux écrivains l'envie de découvrir Carnac. Et pour que ça marche dans les deux sens, il ne fallait pas être 120. Il fallait... pardon de cette métaphore peut-être pas très heureuse, mais il fallait faire une épicerie fine du salon littéraire. Donc, avoir des... Et puis l'avantage avec le prix unique du livre, c'est que l'épicerie fine, elle ne coûte pas plus cher qu'ailleurs. Hein, donc, Oui. voilà. Mais de faire une rencontre entre des écrivains qui découvraient Carnac et des Carnacois ou des visiteurs à Carnac qui découvrent les écrivains. Et donc, j'espérais que ça prenne, et tu vas les avoir juste après moi, et je suis ravi parce que je pense que ça prend. Alors, je suis un peu jaloux parce que finalement, quand on est organisateur, on a du mal à défendre ses livres, on défend son salon, quoi. Et eux, ils ont tout plein de signatures, et moi, je suis comme un couillon en train de courir partout, et j'en ai moins. Mais je suis ravi. Je suis ravi pour les copains, et même des gens qui ne se connaissaient pas sont devenus de bons copains, et ça fait résultat des courses. Je pense aussi que ça désacralise un peu le métier d'écrivain. Ce sont des gens normaux qui aiment se balader ensemble, rigoler. Et c'est bien aussi de comprendre que ce n'est pas parce qu'on sort ses tripes quand on écrit un bouquin qu'on va se couper l'oreille pour faire le tableau du siècle. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce sont des gens sympathiques et qui ont une âme, mais une bonne âme. Et là, j'ai des gens fabuleux. Tu vas voir Aurélie Jean, tu vas voir Claude Askolovitch, tu vas voir Nolwenn Leblevenec, Alain Jaspard, j'en oublie plein. Lorraine Fouché, Virginie Caillé-Bastide, c'est des gens qui ont chacun une âme. Et en fait, quand on s'est mis nos 10 âmes côte à côte, ça donne un truc assez sympa. Alors moi, je voudrais juste rappeler que ton livre Le vent des soupirs est sorti aux éditions Plomb. Donc Ah, c'est allez gentil. Il y acheter en a le... une qui y Ah oui, quand pense. même. Ah ben oui, quand même. Après La République des pirates et l'Écume des lames, quand même, il y a Jean-Marie, il écrit des livres. Mais j'ai quand même une question pour toi avant que tu laisses la place à Claude Askolovitch. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Non, je crois que c'est Aurélie Jean qui Ah, va c'est Aurélie, t'ouvrir. d'accord. Ouais, c'est Aurélie. C'est quoi être un auteur en 2021? Être un auteur en 2021, alors déjà, c'est une sacrée galère, hein, parce que, à l'instar de tous ceux qui l'ont vécu, c'est-à-dire tous les Français, le Covid n'a pas aidé. Évidemment, le Covid n'a pas aidé. Et être un auteur en 2021, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour tous, mais en ce qui me concerne, c'est libre et déchaîné. Voilà. Libre parce que de toute façon, ça me correspond, mais et je pense qu'un auteur est libre, parce que quand il prend la plume et qu'il est tout seul devant sa page, la solitude rend libre, et déchaîné parce qu'on a été tellement contraints ces derniers temps que, typiquement ce salon, et d'autres, et moi je vois quand j'écris, quand je gratte 3 lignes, je suis obligé de les effacer, elles sont trop, je suis dans le trop, je suis dans l'excès, il va falloir attendre que ça retombe un peu, parce que on est heureux, ça, on peut à nouveau s'adresser la parole, parler, boire une bière entre copains, un café, voilà, libre et déchaîné. Parfait. Donc tu vas laisser la place donc à Aurélie Jean. À Aurélie, ouais. On n'a pas toujours l'habitude d'avoir une scientifique dans un salon littéraire, j'ai envie de dire. Et là, quelle scientifique et quel mot elle Ah, a utilisé? là, on a la crème de la crème, mais elle arrive. Je vais lui laisser D'accord. la place. Elle est Oui. là.
Pendant ce temps-là, Elle est je vais là. mettre à l'écran son livre. Ciao Nathalie. Salut Jean-Marie. Merci. Alors, je vous mets à l'écran, normalement, je pense que vous allez le voir. C'est Bonjour Aurélie. Alors, vous voulez parler de celui-là, d'accord. Oui, j'ai mis celui-là à l'écran parce que je veux Aucun vous parler de ce que vous voulez. Ce que je disais à l'instant, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une scientifique dans un salon littéraire. Bon, on en a de Et plus. c'est dommage. Oui, c'est dommage. Et c'est Mais- dommage. Alors, Disons-le, insistons quand même. moi, je voulais savoir, vous êtes venu au salon pourquoi? Pour l'appel des huîtres, l'appel de la Bretagne, pour Jean-Marie ou pour défendre vos livres? Alors, pour plein de raisons. Alors déjà, sachez que c'est mon premier salon du livre. Ouais. Ever. Enfin, voilà. Et donc pour moi, voilà, c'est d'autant plus excitant et stimulant. Et en fait, je suis venue pour plein de raisons. Déjà parce que c'est Jean-Marie qui m'a demandé, qui m'a invitée. Donc c'est évident que j'allais dire oui. Deuxième raison, c'est que je suis bretonne et que donc venir sur mes terres, c'est fondamental et important. En plus, j'ajoute à cela le fait que je venais en vacances à Auray, donc juste à côté de Carnac, donc c'est mon coin. Et puis, et puis pour faire connaître mon livre, même s'il est sorti en novembre 2019 et qu'il est sorti en poche en novembre 2020, voilà, c'est toujours, moi j'adore aller rencontrer des lecteurs et d'avoir leur retour en direct, en personne. Donc c'était important pour moi. Et bien évidemment, les huîtres, moi j'adore les huîtres, hein, donc, j'adore manger. Donc, Alors, j'ai une question un peu plus sérieuse. À votre avis, quel pouvoir ont les mots par rapport aux chiffres ou aux nombres, je ne sais pas, ou est-ce est-ce que les chiffres ont quelque chose de plus que n'ont pas les mots? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que ce soit les chiffres ou les mots ou les lettres, si on peut parler de les nombres ou les mots, les chiffres et les lettres, c'est un pouvoir. Il y a toujours un sens, un message. C'est-à-dire que les gens, c'est vrai qu'on a tendance, les mathématiques font peur, les chiffres font peur, les nombres font peur, et en fait, je pense que ce soit les mots ou les chiffres, ils ont un pouvoir de transmettre, de représenter, donc d'être dans la représentation, de transmettre un message, d'expliquer quelque chose. Donc je pense que ce soit les mots ou les chiffres, en fait, ils ont le même sens. La différence, c'est le rapport qu'on a à ces mots ou à ces chiffres qui est différent. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu du français, les maths? Parce que moi, j'étais très mauvaise en maths, mais je me suis toujours sortie des problèmes parce que c'était du français, quelque part. Oui, en fait, oui, et vous avez raison, très simplement, dans une langue, si on prend le français mais comme plein d'autres langues, vous avez une syntaxe, vous avez une grammaire, une structure, quand vous voulez écrire un texte. Et en mathématiques, c'est pareil. C'est en algorithmique, même moi, ce que je fais, c'est-à-dire que vous avez une syntaxe, donc des signes que vous pouvez utiliser, d'autres qui n'existent pas. Donc, vous avez des signes en particulier à utiliser. Puis, vous avez une grammaire, donc comment articuler ces signes, ces chiffres ensemble pour donner un sens. Et une structure globale lorsqu'on doit écrire un algorithme en entier, une équation mathématique, une démonstration mathématique ou un code informatique. Donc oui, ce sont des langages. Ouais. Et votre livre, ou vos livres plutôt, quel est le but? Pour rendre plus accessible justement ce langage qui nous paraît parfois barbare et pour les générations qui sont au-dessus de la mienne, très compliqué, ou il y a un autre but dans l'écriture de ces livres? Alors, moi, mon premier objectif, c'était vraiment de démystifier les disciplines mathématiques, algorithmiques, informatiques, sciences informatiques de manière générale. Démystifier pour essayer de casser le mythe. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, quand je suis, par exemple, là, aujourd'hui, quand je discutais avec les lecteurs, c'est qu'il y a des gens qui viennent et qui ont leur première réaction, quand ils ne connaissent pas ni le livre ni moi, me disent « Ah oui, mais les algorithmes, soit c'est pas pour moi, soit ils sont mauvais. » Et en fait, la première chose à dire, c'est d'essayer de casser ça pour faire en sorte que les gens puissent comprendre, développer un avis s'ils en développent et surtout être capable de discuter avec raison et s'éloigner d'une certaine passion dévastatrice en fait de l'argument et qui au contraire peut être néfaste pour nous. Et donc, c'est vraiment de rendre accessible et c'est ce que j'essaie de faire et surtout, vous savez, moi je crois beaucoup que bien sûr qu'il y a des choses qui sont compliquées et complexes, mais qu'on peut toujours arriver à les simplifier ou à les rendre accessibles pour que chacun puisse en comprendre en fait un minimum le sens. Et je pense que si les gens ne comprennent pas quelque chose, c'est qu'on leur explique mal, je pense. Alors, je vais rappeler le titre du livre que j'ai montré à l'écran tout à l'heure, c'est L'apprentissage fait la force et c'est sorti aux éditions de l'Observatoire. Je vais vous libérer, Aurélie, parce que je crois que vous avez un train à prendre, donc je ne voudrais pas être responsable de quelque chose. Merci beaucoup et je ne sais pas qui je vais accueillir. Merci à vous. Claude.
Ah, Merci. merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Claude. Alors, je vais mettre à l'écran votre livre. Je pense qu'on va le voir. Je ne sais pas si vous le voyez déjà. Absolument. Votre livre, c'est À son ombre qui est sorti aux éditions Grasset. J'ai envie que vous nous donniez la thématique en une phrase. Vous aviez une phrase, la thématique de votre livre. Ouais. En une phrase, c'est une histoire où où tous les gens ont leur raison. C'est mon histoire, c'est un récit autobiographique qui retrace les 10 années qui ont suivi la mort de mon épouse Valérie, qui est morte à l'été 2009. Très peu de temps après son décès, je rencontre une jeune femme que j'appelle Kathleen dans le livre, dont je tombe amoureux. Et je suis réellement amoureux, réellement, très profondément, et je suis réellement totalement en deuil, détruit par la mort de Valérie. Et de cette double vérité, de ces deux vérités, nous faisons, j'impose une vie à beaucoup de gens, à mes deux grands-enfants, à ma compagne Kathleen, et à moi-même. Et donc c'est le récit d'une folie qui m'a accompagné, qui a été ce que je suis devenu pendant plus de 10 ans, qui s'est atténué au fil du temps. C'est plus d'une phrase. Un récit fait de double vie, de deux vérités inaliénables, non pas incompatibles, mais qui ne devaient pas se croiser, qui ne devaient pas se rencontrer. Donc d'une vie intérieure, fantasmée, pensée, avec Valérie, d'une vie matérielle, concrète, physique, enchantée, également avec Kathleen, avec lesquels j'ai 2 enfants, j'ai 4 enfants aujourd'hui. Voilà, c'est cette histoire-là. Donc je devais me sortir à un moment donné en écrivant, sous peine d'être durablement, non pas fou, mais on va dire inadapté au bonheur que j'avais retrouvé. Oui, mais j'ai envie de dire qu'il est plein d'amour, votre récit. Moi, je l'ai lu. J'engage vraiment les gens à aller se procurer À son ombre parce que c'est vraiment très beau. Est-ce que c'était compliqué, cette mise à nu? C'est une réparation? C'est un pansement? C'est quoi? Je n'aurais pas été capable de l'écrire autrement, sans cette mise à nu, dans laquelle je ne m'aime pas trop. Je n'aime pas trop mes facilités, je n'aime pas trop ce que j'ai imposé aux autres, et en même temps, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. On peut toujours faire autrement, mais je n'aurais pas su vivre autrement. Je me suis retrouvé dans la situation où je n'avais pas d'autre choix que de vivre ce qui arrivait à moi. Ça met du temps. J'avais essayé 1 fois, 2 fois, 10 fois d'écrire un livre sur Valérie, sa vie ou sa mort. Puis j'y arrivais pas parce que c'était apologétique, parce que c'était ce que sont en général les livres qui m'ont toujours un peu désespéré, les livres de veufs ou de veuves éplorées, qui racontent une histoire idéale. Et je me demandais si j'étais le seul veuf qui sentait qu'il était un salaud, qui avait vécu une vie inaboutie, parce qu'on n'est jamais parfait avec les gens qu'on aime, loin de ça, mais on ne sait pas qu'ils vont mourir. On ne sait pas qu'une jeune femme meurt à 44 ans. Et ça laisse tant de choses inabouties. Et il y a un homme dont je me suis senti proche, à un moment donné, je raconte ça dans le livre, peu de temps, 1 an à peu près après notre rencontre avec Kathleen, nous allons passer un week-end en Suisse, et là nous allons voir une exposition consacrée au peintre Nicolas de Staël. Nicolas de Staël, dont la première épouse était morte et qui, quelques mois après, disait à un ami rencontré à Paris, « Je suis amoureux comme jamais ». Et je me souviens très bien de Kathleen et moi regardant cette notice, pensant au même moment que de Staël était fou, pensant instantanément que j'étais de Staël, qui s'est suicidé. Je ne me suis pas suicidé, pas à cause de ça, mais en dehors de son expérience à lui, je ne voyais pas. Donc j'avais besoin de l'écrire, j'avais besoin d'écrire de la manière la plus crue. Tous les noms, toutes les scènes sont vrais dans le livre. Seule Kathleen n'a pas son vrai prénom pour respecter sa part d'histoire et parce qu'elle est une figure un peu publique, ça ne veut rien dire, mais qu'elle a une vie autonome à mener. Donc je ne sais pas, il y a sans doute une part d'expiation, il y a sans doute une part de soulagement, il y a sans doute une part de réparation, mais il y a surtout l'impossibilité, encore une fois, de le faire autrement. Je n'avais... Les gens qui me regardaient vivre, c'est toujours très bizarre, les gens qui vous regardent vivre. C'est bien ce que tu fais, c'est courageux, tu vis encore. C'est ce que Valérie aurait souhaité. Je pense pas du tout que Valérie aurait souhaité que j'aime une autre femme. Je pense qu'elle me cassera la gueule quand on se retrouvera au-delà et qu'elle aura raison. Tout le monde a raison. Donc je ne pouvais pas le faire différemment.
J'ai un ami très cher qui m'a dit que j'étais pas exempt du péché de complaisance dans cette manière de me mettre à nu ou de raconter ce que j'avais été. C'est possible, mais ce n'est pas voulu. Ce n'est pas voulu du tout. Alors, j'ai une question pour s'écarter un peu du livre. Quelles sont vos plus belles larmes de littérature? Des larmes, je ne sais pas. Des émotions. Ou les émotions. Alors, j'ai des larmes de cinéma. Je pleure à Nous nous sommes tant aimés. Nous sommes tant aimés, le film de Scola sur 3 amis qui sont connus dans la résistance et qui trahissent dans leur vie et que la vie trahit. Et la fin du film, j'étais adolescent quand je l'ai vu, je pleurais toutes les larmes de mon corps, pensant que la vie était foutue et qu'on n'était jamais digne de ce qu'on devait faire. Des bouleversements comparables nés d'un livre, non. J'ai des jubilations littéraires. J'ai des jubilations littéraires en lisant Marcel Aimé. Je peux parler des heures de Marcel Aimé, des nouvelles de Marcel Aimé, de La Jument verte. J'ai ces désarrois-là. J'ai des désarrois, mais je n'ai pas de larmes réellement. Sans doute, je dois manquer d'imagination. J'ai beaucoup plus de rire et de joie de la littérature. D'accord. Je vais vous libérer, Claude, parce que je crois que vous avez des livres à signer aussi et que vous êtes nombreux à vous passer la main. Donc, je ne sais pas qui je vais accueillir, mais je vous remercie beaucoup. Et je rappelle le titre de votre livre, c'est À son ombre, qui est sorti aux éditions Grasset. Lisez ce récit. Vous ne sortirez pas indemne non plus, parce qu'on est spectateurs, mais il y a des choses et des mots qui nous touchent vraiment. Lisez Claude Askolovitch, À son ombre, aux éditions Grasset. Et si vous trouvez des vieux livres de mon vieux papa, qu'on ne dit plus, qui s'appelait Roger Ascot, ces livres-là m'arrachent quelque chose, mais c'est personnel. Roger Ascot. Vous googlez. D'accord, c'est noté. Merci. Merci beaucoup, Claude. À vous. Alors, nous retrouvons Virginie Caillé-Bastide, que nous avions reçue le 10 mai dernier, en 2020, l'année dernière. C'était pour le sang Dieu. Je vais montrer à l'écran. Comment vas-tu, Virginie, d'abord? Excuse-moi. Est-ce que tu m'entends? Je n'ai plus de voix. Oui, très bien. Ah, je n'ai plus de voix parce qu'on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup et il y a une météo un petit peu incertaine quand je retrouve dans ma Bretagne chérie. Mais on s'amuse beaucoup et c'est une réussite. Bon. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur un salon, de voir des gens, de voir des copains auteurs? Quelle émotion, non? C'est le bonheur, la vie qui reprend, rencontrer les lecteurs, revoir effectivement tous ses collègues auteurs avec une très jolie ambiance. Et voilà, donc ce sont comme toujours des rencontres merveilleuses, des découvertes. Et en plus à Carnac, tout près de chez moi. Comment va Arzur? Alors Arzur, c'est le héros du sang Dieu. Comment il va, Arzur? Il va bien? Eh ben, il va bien. Je l'avais laissé un petit peu à la fin du premier livre en mauvaise situation. Je n'avais pas voulu clore le livre au lecteur d'imaginer ce qui peut lui arriver par la suite. Est-ce qu'on va avoir une suite? Non. Enfin. Alors si, il y aura, je crois que le 3e opus fera un petit peu la jonction entre les deux héros. Est-ce que tu es capable de finir cette phrase que tu as écrite dans ton livre? Le pêcheur prend la mer pour nourrir sa famille, le pirate? Le pirate la prend pour fuir la sienne. C'est pareil, bravo. Alors, tu écris... Rompre avec la sienne. Donc, le titre, c'est Le sang Dieu, c'est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson, avec une sublime couverture que j'ai montrée, mais je la montrerai à la fin si j'ai le temps. C'est quoi le pouvoir de la fiction pour toi, Virginie? Moi, j'adore la fiction parce que, pardon pour ceux qui écrivent comme ça, mais l'autofiction, moi, je ne saurais pas faire ça. Moi, j'étais nourrie à Alexandre Dumas, étant petite, et j'adore l'évasion. J'aime beaucoup l'histoire, vous l'avez bien compris, dans un contexte historique, mais j'adore, par exemple, je ne fais jamais de plan. J'ai l'idée du début, éventuellement celle de la fin, mais jamais au centre. Et en fait, j'écris comme une partie domino. Je me dis, ah bah tiens, comme là, il s'est passé ça, ça serait bien qu'il y ait une scène plus intime derrière, un dialogue. Donc voilà, j'avance au fur et à mesure, comme si je faisais le tournage d'un film.
mais j'improvise tout le temps. Non, mais c'est réussi, hein. On passe des bons moments avec tes deux livres. Donc, il y avait le 100 mètres qui était le précédent, le 100 dieux, donc on attend. Est-ce qu'on verra un jour, on te verra, Virginie, dans un autre exercice qui n'est pas un roman historique, où c'est vraiment, ça coule dans toi l'histoire, les romans historiques? Alors justement, là, le troisième opus dont tu me parlais, je l'ai commencé, mais je l'ai mis un tout petit peu de côté parce que j'ai une idée et je suis en train de l'écrire. Et c'est un livre drôle. Ah, mais... oui, parce que tu es très drôle. Je ne sais pas si vous suivez Virginie sur les réseaux, mais allez-y parce qu'il y a des bonnes choses et des bons textes, parce qu'elle ne les publie pas souvent, mais quand ils sont publiés, ils sont très drôles. J'écris lentement, mais donc le prochain, ça sera un livre drôle, mais il y a quand même un rapport avec l'histoire. Parfait. Bon, je vais te remercier parce que je crois que tu as des livres à signer quand même, parce que tu es là pour travailler. Je sais que vous êtes dans la bonne ambiance, que tout se passe bien, qu'il fait beau en Bretagne, mais vous êtes là pour signer des livres. Donc, je ne sais pas qui je vais avoir. Je crois que c'est Julia qui prend la suite. C'est Julia. Je te remercie beaucoup. Bonne fin de salon et à très bientôt en librairie, j'espère. Merci beaucoup, Nathalie. Toi et Fred, vous êtes les meilleurs. Je ne sais pas. On essaye. Nous, c'est ce qu'on pense. Ah. Bonjour Julia, je vais mettre à l'écran, si je ne me trompe pas, votre livre. Je suis une sur deux, sortie aux éditions Flammarion et aux éditions Pocket, si je suis bien renseignée. Alors, comment ça se passe le salon? Tout se passe bien? Tout va très bien. On est super bien, il n'y a que des gens sympas, mais vraiment, on passe un très très bon moment. Ça fait du bien de voir des gens pas masqués. Je ne sais pas, vous êtes en plein air, j'imagine que oui. Déjà, ça fait du bien de voir des gens, tout simplement. Pas masqués encore plus. Et puis, moi, je connais peu cette région, mais à chaque fois que j'y viens, j'adore. Donc ça, c'est très, très chouette. Et puis là, on échange avec... j'aime beaucoup ce contact avec des anonymes d'où peut surgir tout. Parfois, tout dans le sens d'un n'importe quoi qui serait très joli, très joyeux, parce que très surprenant. Et en fait, ça s'appelle la vie. Donc, ça, c'est chouette quand on est dans... c'est quelque chose où rien n'est balisé et ça fait respirer, en fait. Parce qu'on a l'habitude de vous entendre en radio, donc vous êtes enfermé. Là, vous êtes à l'air libre. Alors, l'air libre, là, ce week-end. Mais alors, moi, je voudrais juste revenir sur votre... on va dire, c'est quoi? C'est un récit? Oui, c'est un récit, témoignage, voilà, c'est d'actualité. Quel est le pouvoir de la littérature et des mots? Est-ce que vous pensez que vous avez fait un éclairage sur quelque chose? Alors, d'abord, avant de recentrer, excusez-moi, est-ce que vous pouvez donner la thématique centrale de votre récit? Alors, je pars de mon histoire à moi. Qui est une histoire malheureusement affreusement banale. J'avais 20 ans, j'ai été violée. Ce qui est moins banal, c'est que j'ai eu un entourage extrêmement soutenant. Donc, j'ai pu porter plainte. Donc, je raconte ça, je raconte la plainte, je raconte l'instruction, les 3 ans d'instruction, je raconte le procès, je raconte l'acquittement, parce que ça aussi, c'est affreusement banal, puisque l'écrasante majorité des viols se soldent par un acquittement quand il y a procédure judiciaire. Je raconte ça et je raconte l'après, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en ai fait de ça. Je le raconte avec 20 ans de distance, donc ça me permet d'avoir digéré l'événement. C'est pas un livre qui me soigne, je me suis soignée avant, mais j'ai le sentiment que par contre la France, comme le monde entier, est toujours malade de ça et ne s'est pas vraiment soignée de ça, que c'est un fléau qui est massif, qui est planétaire, qui est millénaire, et que malheureusement, à défaut d'avoir une réponse adéquate des institutions et de ceux qui nous gouvernent, pour l'instant, tant qu'on n'a pas une réponse à la hauteur, le seul pouvoir de changer les choses, il vient de la parole des femmes qui l'ont vécu. Il se trouve que moi, je l'ai vécu il y a 20 ans, qu'encore une fois, j'ai été très entourée, très soutenue. Donc, j'ai pu petit à petit digérer l'événement. J'en ai fait le sens d'un combat, de mon engagement, le sens de ma vie professionnelle aussi, puisque je travaille sur les rapports femmes-hommes, pas que les violences sexuelles, mais plus largement, je travaille beaucoup dessus, mais plus largement sur les rapports de genre, sur les questions de genre. J'en ai fait à la fois mon métier et mon engagement, qui est un combat féministe de tous les jours. Et je raconte ça, je raconte comment j'ai pu transformer cette blessure, cette douleur en rage et en combat. Et donc, je pars de mon histoire pour raconter l'après. Et raconter le combat féministe, c'est aussi dire que ces violences-là ne sont pas une fatalité. On peut en sortir à titre individuel, mais aussi à titre collectif, on peut décider d'en finir avec ça. On peut décider que vivre dans un monde comme celui-là,
il y a un truc qui ne va pas. Et ça ne va pas que le jour où je tombe enceinte, et je le raconte dans le livre aussi, je suis si soulagée de savoir que c'est un garçon. Parce que la vérité, c'est que bien sûr, il y a des risques pour les petits garçons, mais ils sont moindres, et ils sont bien moindres quand ils sont hommes. Et c'est quand même fou d'être soulagé d'attendre un garçon à cause de ça. Voilà. Donc je raconte tout ça, je raconte partant de mon histoire, je raconte le monde dans lequel on vit, et j'essaye de dire, en fait, stop, ça ne va pas. Donc ça y est, on se bouge, et de toute cette émotion née de la parole des victimes, c'est super l'empathie, c'est super l'émotion, on en a besoin, mais quand est-ce qu'on passe à l'action, en fait? Quand est-ce qu'on fait quelque chose? Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la mémoire du corps, parce que vous dites que le temps a beau passer, le corps, lui, il n'oublie pas ce qu'il a subi. Non, jamais. Jamais, il n'oublie pas dans le sens où quand dans la rue, mais ça toutes les femmes le savent, hein. Faut pas se leurrer, on sait ce que c'est qu'être une femme dans l'espace public, on sait ce que c'est que la peur, on sait ce que c'est que se sentir, que de faire attention à comment on s'habille. Mais ça aussi, c'est révoltant et ça aussi, c'est intolérable. Il se trouve que, par ailleurs, moi, ce que j'ai vécu, c'est ce qu'on appelle un viol de rue, ce qui est pas du tout majoritaire, hein, c'est 1 cas sur 10. Et du coup, moi, ma peur, elle se focalise sur la rue, bien sûr. Alors aujourd'hui, 20 ans après, j'en suis pas au même point qu'il y a 20 ans. Encore heureux, je peux sortir dans la rue, je peux me balader, etc. Mais par exemple, c'est tout récent pour moi de pouvoir marcher dans la rue avec des écouteurs dans les oreilles et de ne pas être ultra vigilante à tout ce qui se passe autour de moi, parce qu'alors, mon corps se tend. Parce que mon corps, il sait. Il sait que ce qu'il a subi une fois, il va pouvoir le subir 2 fois, 10 fois, 20 fois, puisque l'inconcevable s'est produit, alors il peut se reproduire. Donc c'est des choses comme ça dont le corps se souvient parfaitement. Et puis aussi, quand une femme me raconte que ça lui est arrivé, parce que vous imaginez bien que depuis la sortie de mon livre, j'ai reçu énormément de témoignages dans ce sens. Ouais, mon corps se souvient. Pour elle, il y a un écho d'un corps à l'autre, d'une femme à l'autre, et qui est à la fois galvanisant parce qu'on se sent beaucoup plus forte quand on sait à quel point on est nombreuse, mais qui est toujours aussi bouleversant. Donc, j'en reviens à ma question du départ. Donc, quel est le pouvoir de la littérature des mots? Parce que vous utilisez dans votre récit des mots qui sont puissants. Et là, on sent la puissance et la profondeur dans votre récit. Quel est le pouvoir de la littérature? En ce qui me concerne, de se réapproprier le réel. C'est-à-dire qu'un viol vous fait déchoir de votre statut de sujet. Vous êtes objet. Vous êtes objet, vous n'avez pas droit à la parole, puisque vous n'avez pas le droit de dire non, ou parce que votre non, de toute façon, on ne l'entend pas. Et se reconstruire après un viol, c'est petit à petit redevenir un sujet pensant et agissant librement. Plus librement d'ailleurs que la moyenne des gens, parce que quand on vous a contrainte comme ça, plus jamais, on vous contraint plus jamais, à rien avec lequel vous ne soyez pas d'accord. Et redevenir sujet, l'aboutissement de cette démarche-là, c'est redevenir sujet de sa propre histoire, acteur de sa propre histoire et auteur de sa propre histoire. Il se trouve que pour moi, c'était fondamental aussi parce que un acquittement, c'est aussi ne pas entendre votre histoire, ne pas y croire. Et donc moi, quand je suis sortie du tribunal, j'avais 23 ans, j'ai dit un jour, je la raconterai, cette histoire, quand je me sentirai prête. Donc, les mots, c'est ça. Et puis, il y a une petite chose, j'ai travaillé beaucoup l'écriture parce que c'est si laid, c'est si moche, que j'avais envie de réinjecter un peu de beau dedans. Voilà. En tout cas, merci pour ce récit si nécessaire. J'engage tout le monde à lire. Je suis 1 sur 2 sortie aux éditions Flammarion et aux éditions Pocket. Julia, je vous remercie. Je crois que vous avez des livres à signer, peut-être un apéritif après aussi. Alors, c'est Lorraine Fouché, non, qui prend la relève, c'est ça? Tout à fait. Merci. Vous avez bien de la chance. Merci. Bonsoir Lorraine, comment vas-tu? Alors, je vais mettre à l'écran ton livre. Alors, c'est la 3e fois qu'on te voit à l'écran dans les rencontres, puisque tu étais déjà venue en 2020. Tu es venue il n'y a pas longtemps, le 31 mars, où j'avais eu la chance de t'interroger justement pour ton livre « Face à la mer immense », sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, comment ça se passe? La Bretonne est en Bretagne. C'est bien. Il fait un temps de Bretagne. C'est génial. Moi, j'ai l'impression d'être chez moi, sauf que je repars demain soir, mais on est bien là. Moi, c'est super. Alors, toi, tu fais beaucoup de salons. Et puis... Pardon, excuse-moi. Oui. Je disais que tu faisais beaucoup de salons, quoi. Vraiment... Quel est ton meilleur souvenir de salon, justement? Écoute, mon meilleur souvenir...
je crois que c'est le tout premier livre où la première fois, tu es là, tu te dis personne va venir, on va pas parler, Puis tu as des gens qui arrivent, qui s'intéressent, qui disent mais pourquoi vous écrivez? Pourquoi vous faites ça? Et tout d'un coup, tu as envie de les faire rêver. Parce que quand j'étais médecin, je ne les faisais pas rêver, je les soignais. Mais là, le livre, c'est quelque chose d'extérieur à moi qui après prend sa route vers les gens et c'est ça qui est génial. Mais maintenant, en plus, je leur parle de l'île de Groix, je leur parle de Bretagne et je leur dis qu'il faut y aller. Donc là, on est tous heureux, on se fait des amis entre nous et puis on retrouve les gens, on retrouve le bonheur du partage et ça nous a manqué pendant 1 an et demi. Alors justement, si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme super pouvoir? Bon, tu en as déjà eu des super pouvoirs parce que tu as réanimé des gens. Voilà. Mais qu'est-ce qu'un super pouvoir de super-héros de littérature? J'ai pas envie de voler. Si j'avais le pouvoir de permettre aux gens de réaliser leurs rêves, quels qu'ils soient, je crois que ça me plairait bien. Je crois qu'on a tous... je me sens tellement chanceuse de travailler toute l'année à quelque chose qui me plaît, qui est d'écrire des livres. Et quand je vois des gens qui me disent « Ah, vous avez de la chance », non, j'ai pas de la chance. J'ai peut-être j'ose, je suis dingue. Mais c'est ça, réalisons nos rêves et on s'est rendu compte vraiment cette année que c'est ça qu'il faut. Est-ce qu'il est en cours le prochain livre? Déjà en cours d'écriture? Bien sûr, il est en cours. Il est en cours parce que là, j'ai en même temps celui qui vient de sortir et puis les livres de poche qui sortent en même temps. Et puis le rêve du prochain, parce qu'à chaque fois qu'un livre existe et est sorti de nous, on a mis le bateau à l'eau, on rame, mais il n'y a plus de canot autour. Donc là, c'est autour d'une maison de famille. Et c'est ça la chance énorme qu'on a, c'est qu'on prend ce qui nous tient à cœur. On a les maisons de famille avec les grands-parents, avec les rêves, les maisons qu'on n'a plus. Et tout d'un coup, elle est à nous de nouveau, cette maison. Donc, je suis dans la prochaine embarcation. Je suis en train de chercher mon équipage, c'est ça. Vivement. Écoute, je ne sais pas si vous avez chanté ou pas, mais je vous avais tous la voix cassée, donc j'imagine que ce salon se passe très bien. Je vais te libérer parce que tu as encore des livres à signer. Demain, il y a encore des signatures. Et je crois que tu vas laisser la place à Martin Gouès, si je suis bien informée, c'est ça? Absolument, Martin. Bonne fin de salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Martin Gouès. Alors voilà, un primo romancier, on va dire. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, ouais. Je vais montrer à l'écran. Alors, vous êtes parti dans le noir, dans le roman noir. Il s'appelle Le silence des pères. Il est sorti aux éditions Filature. On vous voit plutôt hanté, quoi. Vous êtes plutôt côté audiovisuel que littérature. Qu'est-ce qui s'est passé? Une envie de traverser l'image et d'aller dans du papier? Une envie de mettre des mots sur le papier plutôt que les dire. Voilà. Parce qu'effectivement, ça aurait pu faire, on me l'a dit, ça aurait pu faire un reportage, ça aurait pu faire un documentaire. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de mettre des mots et de mettre mes mots sur cette histoire, sur ce phénomène des mafias venues de l'Est qui s'installent en France. Et c'était important de mettre un reporter comme héros dans votre roman? Alors ça, en fait, c'est la facilité. Je connais le métier, j'ai pu m'identifier et je savais comment je pourrais réagir si ça m'arrivait. Donc, ouais, ok, c'était un peu facile. D'accord, le prochain… Non, parfois, quand c'est facile, c'est plus compliqué. Donc, voilà, tout à fait. Mais normalement, le prochain, si ce n'est pas le prochain ou ça sera peut-être celui d'après, ça ne sera pas un journaliste. Je vous promets. On se retrouvera à ce moment-là et ça ne sera pas un journaliste. Selon vous, pourquoi on a besoin d'histoire pour éclairer la réalité? Parce que je pense qu'on peut dire plus de choses avec des histoires qu'en expliquant la réalité. Je pense qu'on est plus ouvert quand ce sont des histoires que quand on se prend la réalité en pleine face. Voilà, je pense que c'est pour un problème entre guillemets d'auditoire. C'est vraiment, on lit, enfin moi perso, je reçois souvent mieux les infos quand c'est pas du travail, entre guillemets, puisque je suis journaliste. Donc, quand c'est pas du travail, je reçois mieux les infos puisque c'est pas du travail. Voilà. Un peu comme quand ma fille avait 3 ans et qu'elle disait « Ouais, j'aime bien les lectures, mais c'est du travail. » Voilà. Donc, c'est à peu près pareil.
Vous avez parlé de facilité. La facilité aurait été que vous fassiez un récit ou un témoignage. Là, vous avez choisi un roman. Pourquoi cette forme du roman? Parce que j'avais besoin de m'évader. J'avais besoin de partir ailleurs. J'avais besoin que ça m'emmène ailleurs, tout en ayant des choses à dire, d'avoir envie des choses, d'écrire des choses. Ouais, j'avais besoin, moi perso, c'était égoïste au départ, hein, tout à fait. Mais j'avais besoin de m'évader de la réalité. Mais c'est totalement égoïste. Donc, c'est un plaisir égoïste de le partager. On voyage aussi hein, à travers votre roman. Est-ce que vous avez votre premier souvenir de lecture? Vous vous en souvenez de votre premier souvenir de lecture ou pas? Alors, mon premier souvenir de lecture, je me souviens que ma mère était très inquiète parce que je ne lisais pas. Donc, j'ai lu très tard. Et mon premier souvenir de lecture, c'est Langelot, Agence secret, en bibliothèque verte. Je pense que ça m'a un peu marqué finalement, puisque mon premier roman, il y a des agents secrets. Et vous allez rester dans le roman noir ou vous allez basculer dans la blanche pour le prochain? Non, ça reste noir. Ça reste noir. Limite très dark. Très, très noir. En tout cas, je vais rappeler le titre, c'est Le silence des pères. C'est sorti aux éditions Filature. Je vais vous libérer parce qu'il y en a encore 3 ou 4 à passer. Oui, tout à fait. Par le timing. Amusez-vous bien au salon de Carnac. Il y a beaucoup de journalistes. Hein. J'ai remarqué que Jean-Marie avait convoqué aussi beaucoup de la profession. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est pas mal les journalistes aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Les journalistes savent écrire et ils nous le prouvent ce soir voilà. aussi. Merci. C'était un plaisir, merci beaucoup. À très bientôt. Alain, à bientôt, Martin. Oui. Alors. Bonjour. Bonsoir Alain, ou bonjour Alain. Je vais montrer votre livre à l'écran. Il est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson. Il s'appelle Les Bleus étaient verts. Est-ce que vous pouvez donner en une phrase la thématique de votre... Je sais que c'est vaste en une phrase, mais je pense que vous allez y arriver. Non, je devrais y arriver, oui. Donc c'est un livre un petit peu romantique entre une histoire. C'est une histoire d'amour entre un soldat qui fait son service militaire en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, et une jeune Algérienne qui a 15 ans. Et il est tombé amoureux d'elle en abandonnant en France une fiancée qu'il avait en France. C'est ça l'histoire. C'est donc une histoire un peu romantique entre un soldat et une petite jeune fille. Alors, vous l'avez pensé comment, votre roman? Parce que vous êtes réalisateur, hein, c'est ça? Je ne me trompe pas. Vous êtes plutôt... Je suis réalisateur. Est-ce que vous l'avez pensé comme un roman pur et dur ou vous êtes projeté en disant que peut-être un jour il serait mis à l'écran? Je pensais qu'il serait... Non, je ne pensais pas qu'il serait mis à l'écran. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir qui est le même, qui s'appelle Des Hommes, qui est tiré du roman de Laurent Mauvigné et qui est un très beau film de Lucas Bellevaux. Non, je ne le voyais pas en tant que film. En revanche, le roman que j'ai écrit avant, qui s'appelle Pleurer des rivières, est en cours de tournage en ce moment. Il est même achevé d'ailleurs, le film. Mais je ne le voyais pas en tant que film, non, pas tellement. Non. Mais il est écrit quand même comme un film, puisque moi j'écrivais beaucoup de scénarios et donc il est écrit comme un film, ouais. Ouais. Et si vous aviez 3 mots pour définir la littérature, ça serait lesquels? Alors, pour moi, un bon livre doit avoir 3 qualités. Il doit y avoir de l'amour, il doit y avoir de l'action, et il doit y avoir de l'humour. Et je trouve que très souvent, les livres manquent un peu d'humour. Et je pense que l'humour est un très bon ingrédient dans les romans, parce que, on a dit, l'humour, c'est la politesse du désespoir, mais l'humour, c'est aussi l'amplification de la tragédie. Imaginez par exemple que vous êtes dans un enterrement et que vous êtes très triste parce que vous aimez bien le mort, mais que l'enfant de cœur se casse la gueule dans un tapis. Donc, tout le monde éclate de rire et ça rend l'enterrement encore plus triste. Alors, je trouve que l'humour amplifie la tragédie. Chez Shakespeare, par exemple, il y a toujours les deux rigolos alors qu'ils sont en train de s'étriper dans des batailles terribles. Il vient d'où ce titre, Les Bleus étaient verts? C'est parce que c'est dans le livre, en fait. C'est simplement les Bleus, c'est des jeunes soldats. Et ils prennent un bateau, et puis le bateau, il y a une terrible tempête, et ils dégueulent partout, donc ils sont verts. Voilà, c'est tout. C'est toujours bien d'avoir l'éclairage de l'auteur sur son titre, parce que nous, on s'imagine autre chose. Moi, je m'étais imaginé autre chose, mais... Les footballeurs? Non, pas du tout. Moi, j'étais sur bleu, les Français, et vert, j'étais partie sur une digression plutôt philosophique, mais voilà. J'ai une autre question qui n'a rien à voir avec votre livre, mais quel est le livre que vous avez le plus offert? Est-ce qu'il y a un livre que vous offrez régulièrement? Oui, j'aime beaucoup Le Guépard. Le Guépard, c'est le film, le livre italien. J'aime beaucoup Le Guépard. J'offre beaucoup Le Guépard. Et j'offre aussi beaucoup un livre de Steinbeck qui s'appelle Tendre jeudi, qui est une petite comédie, parce que j'aime les livres où
où vraiment il y a de l'humour. Et Steinbeck est plein d'humour. Voilà. C'est les deux livres que j'offre le plus. Et puis j'offre aussi beaucoup de livres anglais parce que j'aime beaucoup la littérature anglaise. Parfait. Donc, je vais vous libérer parce que j'ai encore 3 auteurs à passer ou 2 auteurs, je ne sais plus. Je sais que vous avez des livres à signer. Je sais qu'il fait beau en Bretagne, que tout se passe bien, que le salon de Carnac... Ouais, bleu mitigé. Oh, on ne va pas dire qu'il ne fait pas beau, sinon Jean-Marie va me gronder. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Lisez Les Bleus étaient verts. C'est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et je pense qu'on attend Frédéric de Guelt à votre place, si je suis bien informée. Je crois que c'est débrouillez-vous. Merci Oui. à vous. Merci beaucoup, Alain. Bonjour. Bonjour. Ah, on a changé. Donc, c'est Nolwenn. C'est Nolwenn, ouais. Mais très, très bien, Nolwenn. Ça Une va primo-romancière. Très bien, je vais montrer votre livre à l'écran. Il est sorti, il s'appelle La trajectoire de l'aigle. Il est sorti aux éditions Gallimard. Alors, vous avez 1 minute pour nous pitcher votre livre. Est-ce que vous allez être capable? Ouh là là, si vous êtes les journalistes sont capables de faire ça. Ok, donc c'est une double histoire d'amour. La narratrice rencontre un homme de 20 ans de plus qu'elle, qui est veuf. Une histoire d'amour commence, qui est à la fois très intense et qui demande beaucoup d'énergie, puisqu'elle rencontre cet homme qui a perdu sa femme et qui a 2 grands-enfants, donc ça lui demande beaucoup, surtout pour cette femme qui est certainement un petit peu individualiste, bref. Et donc, quand elle fait ses enfants avec lui, et puis ensuite, elle tombe sur un homme de son âge avec qui elle a une passion amoureuse complètement envahissante et charnelle, et qu'elle vit aussi comme un moyen de se récupérer après ces années où, alors pas du tout sacrificielles, hein, mais où elle a beaucoup injecté dans cette relation amoureuse. Voilà. Donc c'est ces 2 histoires-là qui sont racontées en parallèle. J'imagine que vous avez dû échanger avec Claude Askolovitch, puisque la thématique, il y a des choses similaires dans vos 2 livres. Moi, c'est votre titre qui m'a... C'est pour ça que j'ai lu votre livre, je suis tout à fait franche. J'ai lu votre roman parce que c'était le titre qui m'avait interpellée. Et j'imaginais bien que derrière la trajectoire de l'aigle, je n'allais pas lire un documentaire animalier. J'allais lire quelque chose où il y avait quelqu'un qui allait avoir une aura. Pourquoi ce titre ? Alors, pourquoi ce titre ? Ce titre, c'est imposé de lui-même parce que, donc, je ne sais pas si je dois le révéler, mais donc, il y a un aigle dans ce livre qui n'est pas un véritable aigle, mais qui est un aigle peluche. Donc, déjà, rien que ça me fait rire, un aigle qui est une peluche, parce que c'est complètement paradoxal. Et en fait, cet aigle qui symbolise un peu cette histoire passionnelle et qui va se terminer comme ça dans la catastrophe, et la trajectoire de cet aigle en peluche, qui est évidemment une trajectoire en cloche qui ne donne rien. Enfin, tout ça me faisait rire toute seule. Bref, et donc ça s'est imposé comme titre. Quant à Claude Askolovitch, il n'y a pas de secret. On vit ensemble dans la vie. Et donc, ce sont 2 livres qui se répondent en partie. Alors, moi, j'ai envie de dire premier roman. Est-ce que c'est votre premier salon ? Oui. Oui, c'est mon premier salon. À cause du Covid, je n'ai rien fait d'autre. Alors, ça fait quoi d'aller à la rencontre de ces lecteurs ou des futurs lecteurs ? Ça galvanise ? Ouais, c'est très sympa. Je pensais que j'allais absolument rencontrer personne, rien signer. Enfin, je suis partie de façon extrêmement pessimiste. Ah oui. Ouais, on m'avait tellement raconté que c'était un moment de solitude extrême et tout, que j'avais même pas pris de stylo, enfin voilà. Et en fait, il s'est passé plein de trucs, les gens sont super curieux, et puis mon nom breton me donne du crédit. Donc, ouais, ça s'est très bien passé. Alors, là, vous avez écrit ce roman. Quel roman auriez-vous aimé écrire et pourquoi ? Est-ce qu'il y a un roman de votre panthéon que vous auriez aimé écrire ? Là, un roman que j'aurais aimé écrire, que j'aurais voulu écrire. Je suis très fan de Frédéric Berthet, qui est cité dans mon livre, qui est un auteur qui n'a pas vraiment écrit de roman, enfin un seul, qui s'appelle Daimler s'en va, mais qui a surtout fait des nouvelles. Bon, voilà, chaque phrase de Frédéric Berthet, j'aurais voulu les écrire, en fait. Il n'y en a pas une qui échappe à mon envie et ma jalousie totale. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Frédéric Berthet, il était édité chez Gallimard, et on trouve encore ces romans, pas tous, mais on en trouve certains. Ouais. Voilà.
Et qui coûte cher maintenant sur Amazon, mais ça vaut le coup. Oui, oui, ça vaut le coup. Alors, vous êtes rentré dans le monde de la littérature, j'allais envie de dire bienvenue dans l'aquarium. Vous avez envie d'y rester ou vous avez envie d'y repartir, d'y partir? Je suis en train d'écrire mon deuxième livre, donc moi j'ai envie d'y rester. Je ne sais pas si le monde, l'aquarium va vouloir de moi une deuxième fois, mais on va voir. Moi j'écris là une fiction, donc c'est un step pour moi supplémentaire, puisque là je pars de l'autofiction. Et donc voilà, donc ça va être un peu le moment de vérité. C'est-à-dire est-ce que ça intéresse, est-ce que ça marche bien. Mais moi j'ai envie de continuer. Ça a pris énormément de place dans ma vie et une place positive, quoi. J'adore ça. Donc la journaliste est devenue auteure. Ouais, j'aimerais bien garder les deux casquettes parce que la première chose me fait vivre quand même. Mais voilà, l'idée c'est de garder les deux. Alors, d'écrire, est-ce que ça a changé votre regard sur ce que vous lisez maintenant ou pas du tout? Oui, certainement. Certainement, j'ai un double regard maintenant quand je lis un livre. J'ai toujours un peu parce que j'étais journaliste, donc l'écriture, c'était quand même quelque chose que je faisais au quotidien. Mais c'est vrai que là, je suis encore plus concentrée sur la construction, notamment sur la construction, parce que c'est ça qui est en fait... après, chacun a son style et chacun a une façon de former des phrases, mais sur la construction, on peut apprendre beaucoup en lisant les autres. Alors, je vais vous libérer parce qu'il y a encore vous avez des livres à signer. Je vais rappeler le titre de votre livre, c'est La trajectoire de l'aigle, qui est sorti aux éditions Gallimard, et j'engage nos amis auditeurs à le lire et à lire à tous les livres que j'ai cités. On les remettra en référence. Je crois que j'attends. Merci beaucoup, Nolwenn. Ah, garde à vous. Alors, je vais quand même montrer à l'écran le livre, pour ceux qui ne le sauraient pas, de Frédéric. Donc, son dernier, c'est Sankara, qui est sorti aux éditions Actes Sud. Comment ça va, Frédéric? Ça me fait bizarre de te voir devant et pas t'avoir dans mon oreillette. Oui, c'est une espèce de double casquette tout d'un coup, d'être invitée de ma propre émission, mais bon, en même temps, c'est pas... j'écris, donc voilà, je fais partie de ceux qui ont traversé une drôle de période, et notamment le livre a traversé une drôle de période, en ne pouvant pas aller vers les lecteurs, en ne pouvant pas se déplacer, donc voilà. Après, on a découvert des tas de choses qui sont joyeuses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à nous dans les salons ou dans les librairies, et qui trouvent avec les rencontres en endroit où aller un lieu où assister éventuellement à ces rencontres entre libraires et auteurs. Et de ça, je suis très heureuse, mais je trouve très beau cette envie d'aujourd'hui lier tout ce qui est en présence, et un salon qui est à Carnac. Voilà, mais c'est bien, on fait venir tous nos auditeurs et spectateurs en Bretagne, c'est sympa. Je voudrais savoir ce que c'est cette façon que tu partages avec tes amis auteurs de voir le monde et d'en rendre compte autrement. C'est quoi? C'est un être au monde. Au début, quand on est petit, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on remarque des tas de choses et puis on en parle aux gens et on dit « Ah, t'as vu ça, t'as vu ça ?» Alors à la famille, aux amis, plutôt à la famille, plutôt aux adultes, puisqu'on est adolescent ou petit. Et ils n'ont pas vu ça, en fait. Et alors, c'est très déstabilisant parce qu'au début, on se dit « Alors, je ne vois pas le monde comme les autres. » Et quand on est petit, on n'a pas envie d'être différent. Et on a envie de voir les choses comme tout le monde les voit. Tant qu'on ne sait pas à quoi ça sert et ce qu'on va en faire, c'est très angoissant. Après, quand on commence à écrire et qu'on commence à faire des poèmes pour ses amis ou des textes, et qu'on voit dans leurs yeux qu'on leur a apporté quelque chose de ce qu'ils ne voyaient pas, alors là, ça devient intéressant. Et alors, j'ai une question qui va te plaire, j'imagine. Si tu avais la possibilité d'envoyer un livre sur Mars, ça serait lequel? Le petit livre rouge de Mao, puisque c'est une planète rouge. Oh, c'est un peu facile, ça. C'est carrément facile. Je n'enverrai pas de livre sur Mars, parce qu'il n'y a pas de lecteur. On ne sait pas. Il n'y a pas de lecteur. Si, on sait qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Donc, comme il n'y a pas de lecteur, je crois qu'un livre, il n'est pas fini quand on le met en librairie. Il se termine avec la lecture de quelqu'un. D'ailleurs, c'est une super
super nouvelle pour les feignants parce qu'on écrit un livre et on a autant de lectures que de lecteurs. Donc, non, je n'enverrai pas un livre là où il n'y a pas de lecteur. La rebelle. Est-ce que le chiffre 695 te parle? 695, à part le nombre de pages d'un prochain livre peut-être, non, pas forcément. On n'est pas loin. En fait, 695, c'est la fusion du poids de ton livre, qui est de 308 grammes, et du nombre de pages, qui est de 387 pages. Non, mais si. Tu as fait ça. Non, mais c'est monstrueux. Écoute, tu me fais faire plein de choses. Donc, à moi de m'amuser un peu. Et j'ai une dernière question. D'ailleurs, c'est mentionné dans Sankara au tout début. Tu dis que tu n'es pas devenu un écrivain parce qu'on ne devient pas écrire, ça, on ne devient pas une autre personne. Tu peux développer ça en 2 minutes? Non, on ne devient pas écrivain. On peut travailler. C'est-à-dire que on peut avoir ce qu'on appelle un don, une inspiration. Mais le don et l'inspiration, c'est 2%. J'avais dit ça à Hubert Nissen à un moment avec un peu de colère, je dois dire. Je dis, mais quand même, j'étais indignée du travail qu'on devait fournir. C'est quand même que 2%. Et 92% de travail. Et Hubert m'avait répondu, oui, mais tout le monde n'a pas ces 2%. Et surtout, tout le monde n'accepte pas de fournir les 98% qu'il faut pour arriver à ce travail. C'est un travail d'artisan. C'est long, c'est pénible. C'est quand même pénible de constater qu'une fois qu'on a fait les 2%, on court à travers la plaine comme un cheval sauvage. On pense que c'est génial. Et quand on relit, c'est absolument désastreux et il faut bosser. Et plus c'est fluide, et plus c'est beau, et plus ça coule, et plus ça chante, plus on a travaillé en fait. Mais quand je dis travailler, parfois, ça a été de laisser mûrir un livre pendant des années et il sort. Et il sort de façon fluide. Donc, ce n'est pas seulement le travail qu'on fournit sur le manuscrit, c'est autre chose aussi. Mais c'est un long parcours. Parfait. Alors, on va rappeler que c'est bien parce qu'on est normalement, on a un cadrage tout beau, on embête bien les auteurs à faire un cadre génial. Là, on est dans l'exemple parfait. Le cadrage est à peu près bien, le décor derrière laisse à désirer, Madame de Gelt. Complètement. Alors là, et en plus, au-dessus de moi, il pourrait pleuvoir, donc ça pourrait être catastrophique. En plus, il y a plein de gens autour, donc il y a du bruit. On a essayé de les faire taire, mais ils oublient 2 minutes après, voilà. C'est évident, on est sur un salon littéraire. D'ailleurs, on va rappeler que demain matin, vous avez à 9h, je crois que ça s'appelle le café La Bise Trotte, vous avez un café littéraire à 9h et après à 10h, tous les auteurs qui sont passés ce soir, on vous remettra toutes les références, seront sous la tente, sauf Aurélie Jean qui a dû repartir, pour signer leur livre. Donc, amis bretons, allez à Carnac dans ce merveilleux salon initié par Jean-Marie Kemener. Je crois que tout se passe bien, Frédéric nous le confirme. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vais rappeler alors lundi, c'est la fête de la musique, donc on va vous laisser parce que ce soir, c'est la fin du couvre-feu, donc éclatez-vous jusqu'à pas d'heure. Et on se retrouvera mardi à 19h dans nos horaires habituels avec Marion de la Forest d'Yvonne pour son livre illustré qui s'appelle Les âmes fécondes, qui est sorti aux éditions Erol. Frédéric, un grand merci pour une fois. Merci à toi, Nathalie. Merci. Voilà, tu remercieras bien Jean-Marie Kemener pour d'avoir initié cette rencontre et tu embrasses tous les auteurs présents. Amusez-vous bien et signez bien vos livres. Merci. À tous et à toutes, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.